Grande salle d'une bibliothèque universitaire de la côte est américaine. Tables en bois verni. Gens de tous âges. Ordinateur et écouteurs. À une table, une jeune femme travaille, plongée dans les pages d'un livre ancien. Un jeune homme passe, s'arrête net, revient sur ses pas et arrache le livre des mains de la jeune femme. Elle se lève, hébétée. Le jeune homme examine le livre avec étonnement. Il la regarde, réalise ce qu'il vient de faire, lui tend le livre. « Pardon. » La jeune femme reprend le livre, s'assoit. Le jeune homme s'en va. Tend. Le jeune homme revient. « Je peux vous déranger ?» Elle ôte ses écouteurs. « Vous allez peut-être me prendre pour un dingue, mais ça fait 2 ans que je vous cours après sans savoir qui vous êtes, combien vous êtes, ni à quoi vous ressemblez. Comment vous expliquer ? Bon, au-delà du fait qu'ici, c'est le campus de mon université, je viens toujours travailler dans cette bibliothèque, et même si New York en compte beaucoup d'autres tout aussi magnifiques, je ne mets plus les pieds ailleurs à cause d'une coïncidence qui dure depuis 2 ans. Vous n'allez pas me croire. Je vous raconte. Je vous raconte ? Je vous raconte. Depuis que je viens ici, dans cette immense bibliothèque, de cette immense université, de cette immense ville, je n'ai pas cessé de trouver ce livre sur les tables où je m'installais au hasard, sans jamais rencontrer la personne qui l'empruntait. Il saisit le livre. Kitab Wafayat Alayan, dictionnaire biographique d'Abul Abbas Ahmad ibn Khalikan. Je ne sais pas si je prononce bien. N'allez surtout pas croire que je sois superstitieux. Je ne suis pas superstitieux, et pas une seule fois au cours de ces 2 années j'ai tenté de lire dans la récurrence de cette extraordinaire coïncidence un signe kabbalistique ou quoi que ce soit de ce genre. Mais à la longue, ça devenait dingue. Il y a beaucoup de livres dans la bibliothèque de cette université, beaucoup de tables, une 50aine pouvant chacune accueillir 12 personnes, ce qui, certains jours, signifie 600 individus. Si chacun consulte 3 livres avec l'obligation, comme Mr. Wayne John Jackson nous le rappelle sans arrêt, de ne pas les replacer dans les rayons nous-mêmes, mais de les laisser aux soins des préposés, cela fait pas loin de 2000 livres abandonnés sur les tables. Or, ce livre, Kitab Wafayat Alayan, traduit en anglais par William McGuckin et imprimé à Paris en 1842, cette bibliothèque n'en possède qu'un seul exemplaire. Ce n'est donc pas seulement le même titre que par hasard je retrouve sur la table, où, au hasard, je choisis de m'installer, mais le même objet livre. Vous comprenez ? Déjà, la probabilité de retomber sur un même titre est mince, mais que sur les 634 fois où je suis venu ici, cela me soit arrivé 592 fois, alors que je ne m'assois jamais à la même place, jamais au même jour et selon les heures les plus diverses, c'est... comment dire, ahurissant, non ? Toutes les probabilités existent, me diriez-vous, c'est vrai, mais certaines sont plus rares que d'autres, et plus c'est rare, plus c'est beau. L'impeccable harmonie du hasard, comme le dit Naji Abou Amra, mon professeur de statistique. Restait une donnée à clarifier. Est-ce que ce livre était laissé chaque fois par des individus différents ou, au contraire, toujours par la même personne ? Pour la première hypothèse, on est dans le monde des belles coïncidences. Pour la seconde, on verse dans celui des grandes harmonies, et si vous deviez être cette personne, alors je devrais remettre en question ma vision du monde. Je suis un sceptique qui n'a jamais cru en rien, pas même un nihiliste, pas même un matérialiste, disons plutôt un objetiste, pour qui tout est objet et qui ne supporte pas l'idée de se laisser aller à des rêveries inutiles. Mais à l'instant où je vous ai vu avec ce livre, tout s'est mis à trembler, et je crois bien avoir perdu le contrôle de mon claustrum, mon putamen et mon cortex singulaire antérieur, qui sont les régions indispensables à la production des fantasmes par un cerveau normalement constitué.
Mais tous les fantasmes que mon cerveau pourrait produire n'arrivent pas à la cheville de cette seconde où vous vous êtes enfin révélé à moi après ces 2 longues années. Pour être clair, si l'impeccable harmonie de la coïncidence, c'est vous, il ne me reste plus qu'à renier mes convictions et à croire aux horoscopes, à l'invisible, aux anges, aux extraterrestres qui nous auraient fabriqués en laboratoire, et faire comme tous ceux-là qui, croyant à la magie et voyant dans les hasards des signes, le destin, Dieu et autres bêtises du même genre, ne sont que des naïfs, des faibles, des simples d'esprit. Waïda. Et vous, apparemment, n'êtes pas un simple esprit. Eitan. Pas du tout, je vous le répète. Donner du sens à une probabilité, ça n'a jamais été mon genre. Et il doit certainement y avoir une explication scientifique à tout cela. Qui prouverait quoi? Que notre rencontre n'est pas due au hasard. À quoi serait-elle due alors? Au Big Bang. Mais bien sûr, où avais-je la tête? Ne rigolez pas. C'est très sérieux, je ne vois pas d'autres explications. Jusqu'à l'instant T du Big Bang, notre matière devait être déjà enlacée à celle de ce livre en un point infiniment plus petit qu'une tête d'aiguille, entrelacée de manière si inconcevable qu'il a fallu le Big Bang pour nous séparer et 13,8 milliards d'années pour nous réunir dans cette bibliothèque, vous, moi et le livre, à nous faire ressentir au-delà du temps et de l'espace la sensation initiale du lien. Bon, je dis ça comme ça, je ne voudrais surtout pas avoir l'air de vous draguer. Wahida. Ça ne me traverse même pas l'esprit, mais parlant de Big Bang, dans Harlem, au coin de la 122e et de Lenox, une boîte de nuit qui fait aussi pâtisserie vient d'ouvrir. Ça s'appelle This is the End. La musique est géniale et les donuts sont à tomber. Tu as alors dit quelque chose à propos de la lumière, sa vitesse et la courbe du temps, mais je n'entendis rien tellement mon cœur battait dans mes oreilles. On s'est levé, tu as renversé ta chaise, Mr. Wayne John Jackson s'est fâché et on est sorti en riant. Je ne savais plus comment marcher, comment croire à ce qui arrivait. Quel cadeau! J'aurais au moins ressenti ça dans ma vie. C'est plus fort que tout, Eitan, le cœur qui éclate. Toi et moi. Comment accepter que ce ne soit que le hasard? À quoi ça tient une rencontre? Un livre, un donut, un génocide d'il y a 3/4 de siècle. Et si ceci, et si cela, et si, 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 et toi et moi, nous ne nous serions pas rencontrés, et le Big Bang n'aurait servi à rien? C'est possible, ça? Eitan, l'univers se scinde à chaque si. Tu me l'as tellement répété. On oublie qu'il y a en ce moment d'autres univers où toi et moi, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Si cela est vrai, alors je ne sais pas aujourd'hui entre moi et moi laquelle est la plus malheureuse. Un chagrin, ça attend patiemment son heure. Nous y sommes. Mais je préfère être une pierre que cette autre pour laquelle tu n'es rien. On a descendu les grandes marches de la bibliothèque dans le froid glacial de l'hiver, et c'était un prétexte pour se raccrocher l'un à l'autre. Bonheur dans la dérive, de l'oubli de tout, nos études, New York, du reste du monde devenu figuration. Nous ne demandions rien et tout nous a été donné. L'or de la vie. La fusion quand, en faisant l'amour, je te sentais trembler au bord des larmes et que je te disais « Eitan, Eitan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et toi, ce n'est rien, mon amour, c'est la magie pour celui qui ne croyait pas à la magie. Et maintenant, où est-elle, la magie? J'ai ouvert la fenêtre de ta chambre. La nuit est si douce. On dirait que l'air est pur et que tout est comme avant. Mais à quoi ça sert si tu ne te réveilles pas? Je ne sais pas comment faire pour avertir tes parents. Je suis passé voir cette femme, Madame Kimi, ta grand-mère. Je lui ai dit « Eitan fait partie des victimes de l'attentat. » Elle m'a refermé la porte au nez. Je ne comprends plus rien. Eitan, reviens. Ce n'est pas grave. Nos engueulades, nos disputes. On s'en fout, Eitan, on s'en fout. Mais reviens, tu entends? Est-ce que tu m'entends? Une chambre d'hôpital. Entre une infirmière. Pardon, les heures de visite sont terminées. Vous ne pouvez plus rester. Demain, 7 heures. Waïda. Pardon, je ne parle pas hébreu. Il est 20 heures. Vous ne pouvez plus rester. Demain, 7 heures.
s'il se réveille pendant la nuit, vous appelez? On a vos coordonnées. Je n'ai plus de portable. Appelez-moi sur le portable d'Eitan ou au Paradise Hotel, porte des Lions. Vous devriez vous rapprocher de l'hôpital. L'armée pourrait boucler le quartier musulman. Est-ce que je peux rester ici? Je n'ai pas le droit. Juste cette nuit. Je suis désolé, l'étage au complet est occupé par les blessés de l'attentat et beaucoup mourront cette nuit. La nuit qui suit les tueries trie les morts et des vivants. Vous ne supporteriez pas, personne ne supporte. Alors on réduit les présences. On craquerait nous aussi sinon. Les prochains jours vont être très difficiles. Il faut vous reposer, il faut dormir. Je ne peux pas dormir. Je me rejoue la scène dès que je suis seul. Je ferme les yeux et tout revient. Le pont, les gens, la chaleur, le soleil, la douane, la fouille. Et tout tourne en boucle jusqu'à l'attentat. Vous étiez ensemble? On a été séparés. Ça m'a sauvé et ça l'a sans doute sauvé aussi. Si on ne m'avait pas fouillé, on serait peut-être morts tous les deux puisqu'on serait montés dans ce bus pour la Jordanie. Mais quand le camion a foncé, j'étais encore en train de me faire contrôler. Eitan m'avait dit « Je t'attends » et on s'est quittés. Je n'ai pas vu comment ça s'est passé. J'étais avec une soldate qui me fouillait au corps quand l'explosion a eu lieu. Un vomissement épouvantable, avec tout de suite une odeur de chair brûlée. Je n'avais jamais vu autant de cadavres. Vous êtes seul en Israël? Oui. Où habite sa famille? Berlin. Ses parents sont au courant? Je ne suis pas la bonne personne pour les prévenir. Il faut les contacter. D'où venez-vous? New York. Prévenez ses parents, c'est la première chose à faire. Vous ne devez pas affronter ça toute seule. Comment vous appelez-vous? Wahida. Eitan. Wahida. Infirmière. Je m'appelle Sigal. Tenez. Elle lui tend un cachet. Ça vous aidera à dormir. Si Eitan se réveille, je vous préviens, je vous le promets. L'infirmière sort. Wahida et Eitan dans une rue enneigée de New York. Eitan. Ça veut dire quoi, Wahida? L'unique. Et Eitan? Le robuste. Vous êtes sûr que ça ne signifie pas le dragueur? Vous êtes sûr que Wahida ne signifie pas monstruosité génétique? Sympa? C'est vrai, vous êtes complètement improbable. Comment est-il possible qu'il y ait autant de différences entre les formes du vivant? Pourquoi êtes-vous si belle quand je suis si moche? C'est vrai ça, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi un embryon se développe pour aboutir à ça ou ça? Je voulais vouer ma vie à tenter de résoudre cette énigme. Mais à quoi ça servira de comprendre le pourquoi des origines quand votre visage me donne envie de brûler la rue? C'est désespérant. C'est horrible. On y est. This is the end. Musique, il danse. Eitan. Qu'est-ce que ça veut dire, Wahida? Parce que moi, si je tombe amoureux de vous, comment je pourrais supporter l'idée de vous perdre? Mais vous n'allez pas tomber amoureux de moi. J'aimerais vous y voir, vous, c'est facile. C'est moi qui suis devant vous. Alors forcément, mais moi, avec vous en face de moi, est-ce que j'ai le choix? C'est une déclaration? C'est un constat. Et j'ai beau me dire, comme Ava Oz, ma directrice de recherche sur l'évolution des microsatellites codants chez les primates, que génétiquement il n'y a que 40% de différence entre vous et la levure qui sert à fabriquer les donuts, je n'arrive pas à décrocher de votre visage. Est-ce que vous venez de me comparer à de la levure? À une grenouille, ça ne ferait aucune différence. J'adore votre manière de parler aux filles. Et l'âme? Un génome. Pas de hiérarchie dans le monde cellulaire. Avec vous, l'identité devient simple. 46 chromosomes. Wahida. L'amour? Eitan. L'amour, l'holocauste, le témoignage, la mémoire, l'amitié. 46 chromosomes. Les promesses, la tendresse, l'humour? 46 chromosomes. La jeunesse? 46 chromosomes. Mon visage, ma peau? 46 chromosomes. Mes lèvres? 46 chromosomes. Ils s'embrassent, font l'amour.
Wahida entre dans un café. Un téléviseur diffuse un dessin animé en hébreu. Un café, s'il vous plaît. Il est minuit, je ferme bientôt le café. Le serveur sort. Temps. Entre Eden, une jeune soldate. Elle s'assoit face à Wahida. Asseyez-vous. Combien de temps êtes-vous resté en Israël ? 1 semaine. Où avez-vous habité ? Paradise Hotel. Seul ? Avec mon ami. Son nom ? Eitan Zimmerman. Israélien ? Non, allemand. Où est-il ? Il a traversé la douane et m'attend à côté du bus. Temps. Eden prend des notes. Où partez-vous ? Jordanie. Pour ? Tourisme. Marié ? Non. Temps. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Israël ? Mon ami est venu rencontrer sa grand-mère. Son nom ? Léa Kimi. L'avez-vous vu ? Il avait besoin de la voir seule. Pourquoi ? Première fois qu'ils se rencontraient. C'était délicat. Avez-vous vu quelqu'un durant votre séjour ? Gerson Avneri. Qui est-ce ? Spécialiste de littérature arabe ancienne au département Islam et Moyen-Orient à la Bibliothèque nationale d'Israël. Vous avez parlé ? Un manuscrit du XVIe siècle. Pourquoi ? Ce livre est au centre de ma thèse. Ce n'était donc pas pour accompagner votre ami. J'ai profité de l'occasion. Quel est le sujet de cette thèse ? Compliqué. Nous avons le temps. Un diplomate marocain du XVIe siècle enlevé et offert au pape Léon X qui le convertit au christianisme. Je défends l'idée que sa conversion est une dissimulation. Vous étudiez où ? Columbia, New York. Eden feuillette le passeport de Wahida. Eitan, il a un travail ? Chercheur. Quel domaine ? Génétique. Tu l'espionnes ? Pardon ? Tu travailles pour qui ? Je ne comprends pas. Depuis quand tu as un passeport américain ? Je suis américaine. Qu'est-ce que tu as été faire en Égypte, en Tunisie, en Algérie, au Maroc ? Mes recherches, ma thèse. Et tu baises un juif pour ta thèse aussi ? Arabe. Tu es arabe ? Non. Si. Non. Si. C'est Eitan sur l'écran de ton portable ? Oui. Qu'est-ce qu'une fille comme toi fait avec un type pareil ? Il est riche ? Il est célèbre ? Tu l'espionnes ? Mais non. Tu travailles pour qui ? Qui est cet homme ? Je vous l'ai dit, c'est mon ami, le diplomate, ta thèse, l'homme. Hassan ibn Mohamed al-Wazan. C'est ton chef ? Est-il lié à une activité terroriste ? Il est mort il y a 500 ans. Je ne sais pas, peut-être. Parle-moi de lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce que tu sais. Il est né où ? À Grenade, en Espagne. Quand ? Vers 1486, mais il a grandi à Fès, au Maroc. Qu'est-ce qu'il a fait ? Diplomate, je vous l'ai déjà dit. Tu fais une thèse sur un type qui est mort il y a 500 ans et qui a juste été diplomate. C'est quoi sa doctrine, son idéologie ? Il n'y a pas de doctrine, d'idéologie. Mademoiselle, mon copain m'attend dehors. Bon. En 1518, de retour de pèlerinage à la Mecque, il est capturé par un pirate chrétien. Le pirate, au lieu de vendre comme simple esclave ce diplomate de haut rang, choisit plutôt de l'offrir au pape Léon X. Le pape, impressionné par son esprit, lui rend sa liberté en échange de sa conversion. Et à la faveur d'un peu d'eau versée sur sa tête, Hassan al-Wazan change de religion et devient Léon l'Africain. Et toute sa vie est comme ça. Ni destin ni hasard, toujours entre les deux, un pont. Il voyage, côtoie les plus humbles comme les plus puissants, rencontre des tribus, apprend des langues. Contemporain de Vinci et de Machiavel, il passe 10 années à Rome où il écrit un immense traité de géographie pour raconter aux Européens une Afrique insoupçonnée et se lie d'amitié autant avec les Juifs qu'avec les chrétiens. Et quand finalement il retourne chez lui, on perd sa trace. Personne ne sait où il est mort et on n'a jamais trouvé sa tombe. Il disparaît, il s'évanouit. Et pourquoi tu t'intéresses à lui ? Je crois que son histoire permet de répondre à certaines questions de notre époque. Quelles questions ? Faut-il à ce point s'attacher à nos identités perdues ? Qu'est-ce qu'une vie entre deux mondes ? Qu'est-ce qu'un migrant ? Qu'est-ce qu'un réfugié ? Qu'est-ce qu'un mutant ? Temps.
Déshabille-toi. Wahida hésite, se lève, ôte sa veste. Eden enfile des gants en latex. Enlève ta robe. Vous devez m'aider. Eden aide Wahida, qui ôte sa robe, dépose sa robe. Enlève tout. Wahida ôte ses sous-vêtements. Eden prend les habits et les affaires de Wahida. Elle regarde Wahida. Ethan, tu dois le rendre fou. Eden sort, tend. Eden revient. Ouvre la bouche. Eden examine la bouche de Wahida. Écarte les jambes, je vais te toucher. Écarte. Wahida au bord des larmes. Je vais te toucher. Eden ôte ses gants et pose ses deux mains sur le dos de Wahida. Wahida se retourne brusquement. Eden embrasse Wahida. Explosion. Wahida dans le café, le téléviseur allumé. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué et si tout laisse croire à une attaque terroriste palestinienne, le camion bélier provient cependant de la colonie de Beit Jarod, déclarée illégale par la Cour suprême israélienne et qui en a ordonné l'évacuation. Le secrétaire d'État américain et le ministre russe des Affaires étrangères ont mis en garde l'autorité palestinienne contre une escalade qui embraserait la région. En attendant le résultat des laboratoires pour déterminer l'identité du kamikaze, le bureau du Premier ministre s'apprête à boucler Jérusalem-Est, la bande de Gaza, et interdire toute circulation vers les territoires palestiniens. Combien je vous dois 13 shekels. Rappelons que l'attentat s'est produit ce matin à 10h53 au passage de la douane du pont Allenby, qui relie Israël à la Jordanie. Il a fait 78 morts et une centaine de blessés, dont 20 qui reposent dans un état très grave. 6 soldats israéliens ont été tués. Que disent-ils? Ils parlent de l'attaque sur le pont Allenby. Ils font des tests génétiques et bouclent les quartiers. Vous savez si le quartier musulman est bouclé? Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. L'armée est sur place, vous ne devriez pas y aller. Merci. Bonne nuit. Wahida sort, le serveur éteint le téléviseur. Dans la rue, Wahida consulte le téléphone d'Eitan, compose un numéro. Allô, Madame Leakimi? Je suis Wahida, l'ami d'Eitan, votre petit-fils. Mais si, je suis venu tout à l'heure et vous m'avez fermé la porte au nez. Allô? Putain, mais quelle salope! Elle recompose le numéro. Madame Kimi, c'est Wahida. J'espère que vous écouterez mon message. J'arrive chez vous et si vous ne m'ouvrez pas, je vais défoncer votre porte. Elle raccroche. Wahida cogne contre la porte de Léa. Ouvrez! Ouvrez, je sais que vous êtes là! Ouvrez, putain, ouvrez! Ouvrez, salope! Arrête! Tu vas te faire mal et tu vas abîmer la porte. Ouvrez-moi! Qu'est-ce que tu veux? Eitan est en train de mourir. Appelle sa famille. Vous êtes sa famille. Wahida cogne de nouveau contre la porte. Léa lui ouvre. Qu'est-ce que tu me veux? Il faut prévenir ses parents. Je ne sais pas de qui tu me parles. Les parents d'Eitan. Qui est Eitan? Vous êtes conne ou quoi? Il a passé la semaine avec vous. Un garçon est venu, je ne savais pas qui il était. Je ne savais même pas qu'il existait. Vous lui avez parlé, vous avez mangé ensemble. Quand ça? Tous les jours. C'est lui qui t'a dit ça? Oui, il t'a menti. Pourquoi il aurait fait une chose pareille? J'en sais rien, mais je ne l'ai plus jamais revu et il t'a menti. Il m'a menti. Il t'a menti. Je ne comprends pas. Vous ne vous êtes pas parlé? Non, va-t'en maintenant. Il est venu pour ça, il pensait que vous pouviez répondre à ses questions. Il s'est trompé. Il est venu vous demander de lui parler de son père. Tu t'en vas. Qui est David, votre fils? Je ne sais pas, sors. Si, vous savez. Vous savez. Et Eitan sait que vous savez.
Que je sais quoi? Qui est son père? Qui est David? Qui est votre fils? Ils ont quitté Berlin. Ils ont rejoint Ethan à New York pour fêter Pâques. Votre ancien mari, j'ai oublié son nom. Moi aussi, j'ai oublié son nom. Edgar. Et David et Nora, les parents d'Ethan. Ils ne vous ont rien raconté. Il ne vous a pas dit ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le repas, Pâques, le Seder. Il ne vous a rien dit. Ethan avait insisté pour que cette année ce soit eux qui fassent le voyage. C'est toujours moi qui rentre à Berlin pour vous voir. Venez, vous, cette fois. Je vous montrerai le campus, les laboratoires, la bibliothèque. Vous présenterai mes amis. Alors ils sont venus. Ils sont venus et tout le monde s'est mis à parler de longitude et de latitude. Berlin est bien plus au nord que New York. Et c'est déjà le printemps tandis que New York, qui est à la hauteur de Marseille, est encore sous la neige. Ethan leur a fait visiter musées, parcs, synagogues et statues de la liberté. Il ne s'est pas ménagé, il a même invité un rabbin au repas, le Seder, pour leur faire plaisir, respecter la tradition. Pourquoi? Pour me présenter, moi, leur dire « J'aime une femme depuis 2 ans et cette femme s'appelle Wahida ». New York, le Seder, repas de la Pâque juive. Edgar, David, Nora, un rabbin, Ethan. Au milieu d'eux, Wahida entraîne Léa dans le récit. Nora. Wahida? Ethan a toujours eu le talent de nous surprendre. Edgar. Ethan, mon petit garçon, laisse-moi t'embrasser, laisse-moi. Tu es la joie de mes vieux jours, le cadeau de Dieu, mon petit trésor, mon petit amour. Rabbin. Votre fils a pour vous une estime immense. Nora. Vous étiez donc au courant. Ethan est venu me demander conseil. Ah, et c'est vous qui lui avez suggéré de faire ce repas. C'est un beau moment pour annoncer une nouvelle. Edgar. Quelle nouvelle, Nora. Ah, Ethan, tu es incroyable. Edgar. Quelle belle nouvelle, Nora. Où as-tu déniché ce rabbin? Vous parlez si bien l'allemand. Rabbin. Je ne parle que moyennement bien l'allemand. Notre famille originaire d'Afrique du Sud a émigré en Roumanie, mais la Roumanie germanophone qui sera annexée à la Hongrie. Mon grand-père était grand rabbin, je ne l'ai pas connu bien sûr, il est parti en fumée avec tous les autres. Mais sa mère le vénérait et je suis devenu rabbin un peu pour lui plaire. Ma mère ne s'est pas beaucoup occupée de moi à cause de la folie qui a frappé ses jours. J'étais encore jeune quand elle a cessé de parler l'anglais pour ne plus s'exprimer qu'en allemand. Alors, pour pouvoir lui parler, j'ai appris la langue. Nora, c'est touchant. Merci. Donc, je poursuis, nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte, et le Seigneur, notre Dieu, nous a fait sortir de là par sa main puissante et son bras tendu. Et si le Saint n'avait pas fait sortir d'Égypte nos ancêtres, nous serions encore, nos enfants, nos petits-enfants, esclaves en Égypte. David. Tu aurais voulu nous faire du mal, tu ne t'y serais pas pris autrement. Edgar. David, ne va pas contre la vie. David. Qui va contre la vie? Ton fils est heureux, c'est ce qui compte. Il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, juste que nous ne sommes pas prêts. Ethan. De toutes les façons, je ne vous demande pas votre bénédiction. Il ne s'agit pas de ça. C'est ta vie, tu es libre, aucune loi d'aujourd'hui ne t'interdit d'aimer qui tu veux. Mais il y a une autre loi, plus ancienne celle-là, ancestrale, qui prend sa source dans le sang des nôtres, et qui nous rend responsables les uns devant les autres. Je n'ai pas envie de me sentir coupable. C'est pour ça que tu te trompes. Je me trompe? Tu as tort, tu te trompes. Je te parle d'amour, tu me parles de culpabilité. Nora. Ton père parle d'une culpabilité qui est manifestation d'une fonction phylogénétique liée aux règles édictées. C'est tout. Il parle de culpabilité en tant qu'émotion structurante qui nous rend plus empathiques, plus sensibles à la souffrance des autres. Ai-je eu tort de transgresser la règle et que faire pour rattraper mon erreur? Maman, merde, je suis ton fils, pas ton patient. Ça ne change rien et ton père a raison. L'absence de culpabilité est la caractéristique du psychopathe, pour qui l'autre n'est qu'un objet. J'en vois défiler tous les jours dans mon cabinet. David.
Je te parle d'une culpabilité qui est un don, une culpabilité particulière à notre peuple, qu'aucun autre peuple ne peut ressentir parce qu'elle est née de ce qu'ont subi nos pères et nos grands-pères. La culpabilité du survivant. Elle guide chacun de nos choix et me libère de tout. Je pense à ceux qui sont venus avant moi pour me dire que je n'ai rien souffert. Ce sont des géants et nous sommes des nains, et si nous voyons le monde, c'est parce qu'ils nous portent sur leurs épaules. Et même si je devais un jour traverser ce qu'ils ont traversé, je me dirais que je ne l'ai traversé qu'après eux. Rabbin. Nous en étions justement à la traversée de la mer Rouge. Nous pourrions y retourner, Edgar. C'est une bonne idée, David. Comment cette femme peut espérer te rendre heureux, Eitan? Comment tu peux affirmer ça? Elle n'est pas... David. Quoi? Eitan. Quoi? David. Pourquoi tu le demandes? Eitan. Dis-le. C'est évident. Nora. Il te pose une question. Réponds-lui. David. J'ai trop de peine à l'entendre me dire ce qu'il me dit. Elle est arabe, c'est ça? David, ne me fais pas dire ce que je ne veux pas dire. Je ne l'ai pas insultée, je ne veux pas l'insulter. C'est certainement une personne parfaite, sans doute merveilleuse puisque tu l'aimes. Eitan, elle n'est pas juive. David, ne me fais pas dire. Eitan, c'est ridicule, c'est un cliché, ce n'est pas possible. David, non, elle n'est pas juive. Eitan, tu le dis tout de même. Je le dis, oui, arrête de me contredire. Voilà, elle n'est pas juive. Elle n'est pas de notre cercle, de notre jardin. Merde, voilà! Tu me forces à exclure quand je ne veux exclure personne. Tu penses que ça me fait plaisir de dire d'un humain qu'il est ou qu'il n'est pas? Et à mon fils? Edgar. David! Nous en étions à la prière. David. La prière consiste à dire la vérité à son fils. Rabbin. Il n'y a pas qu'une seule vérité. C'est là une vérité. Edgar. Tu as raison. Mais tu ne peux pas imposer ta vérité, David. Mais je peux lui imposer celle que tu m'as transmise. Eitan, regarde ses yeux, ses mains. Edgar, ça suffit. David, cet homme a vu sa mère se faire abattre d'une balle tirée dans l'indifférence d'une cohue à la descente d'un train à bestiaux. Et depuis cette détonation, que tu le veuilles ou non, il nous incombe, à moi, à toi, à tes enfants et aux enfants de tes enfants, une responsabilité de survie, puisque personne ne portera à notre place le goût de la cendre de nos familles disparues. Eitan. En quoi l'un n'empêche l'autre? Tu ne peux pas participer à la disparition. En quoi Aimé y participe? La transmission, la chair, le sang. Qu'est-ce que tu connais au sang, à la chair, toi? Par qui deviens-tu juif? Réponds par qui? Par qui tu es juif? Par ma mère. Nora, vous vous égarez, et vous nous égarez, et vous m'empoisonnez la vie tous les deux. David, et les enfants qui naîtront de vous, est-ce qu'ils naîtront juifs si leur mère a le nom qu'elle a? Mais je m'en fous que mes enfants ne soient pas juifs. C'est ce que je dis. Tant mieux. Putain, ils seront débarrassés, libérés. C'est ce que je dis. Tu participes à la disparition et tu n'en as pas honte. Et tu nous insultes. Tu insultes la mémoire de ton grand-père. Edgar. Mais non, David. Et tu oses me dire ça dans la langue des bourreaux. Nora. C'est la langue de sa mère, ça n'a rien à voir avec les bourreaux. Arrête aussi de le provoquer. Arrêtez. Ça me rend malade de vous voir comme ça. Qu'il l'aime, merde, qu'il l'aime. Qui dit que ça va durer? Ça ne va pas durer. Il ne vient pas nous annoncer qu'elle est enceinte. Elle n'est pas enceinte. Est-ce qu'elle est enceinte? Eitan, maman. Nora. Elle n'est pas enceinte, ça va passer, ça lui fera une expérience. L'ouvrir aux cultures des autres, c'est très bien. Non, ça ne passera pas. Nora, mais tais-toi. Eitan, je ne vous aurais pas fait venir si c'était juste une expérience. David, alors pourquoi tu nous as fait venir? Eitan, tu aurais préféré que je vous annonce par mail? Nora, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais quoi? Tu nous connais, tu connais nos vies, tu nous connais. Réfléchis, merde. À quoi tu veux que je réfléchisse? Je l'aime, c'est simple. Nora, je l'aime, c'est simple. Tu es bête ou quoi? Ça nous détruit, ça nous détruit. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas philosophique, ni historique, ni politique, ni théologique, ni psychanalytique. C'est simple, ça nous oppose, ça nous sépare et ça me tue, Eitan. En quoi aimer sépare? En quoi te le dire te tue? Nora, ce n'est pas ce que tu dis qui me tue, c'est la manière que tu as de nous obliger à nous entretuer qui me tue. C'est cela qui me tue. Je ne peux pas te dire
de ne pas aimer cette fille contre la vie de ton père, puisque j'ai aimé le tien contre la vie du mien, tu comprends? Tu fais avec ton père ce que j'ai fait avec le mien. Tu ne me laisses aucun choix. Je suis obligé d'être d'accord avec toi, et je suis obligé d'être contre ton père, et je déteste ça, tu m'entends? Pas parce que je ne t'aime pas, au contraire, mais parce que j'aime ton père, et ça me déchire. Eitan, putain, on t'aime. Ta vie, je l'ai voulu comme un attentat contre toute l'idéologie de mes parents, leurs principes, leur communisme de merde, de cet Est de merde, à l'ombre de ce mur de merde, et leur comité de merde et leurs discours de merde, et leurs dogmes de merde qui ont éventré ma jeunesse. J'ai été mangé, dévoré, digéré. J'ai été chié dans les chiottes des idéaux, des utopies et des rêves de mes parents. Alors quand je leur ai présenté ton père, c'est comme si je leur avais craché à la figure. Eitan, justement, Nora, justement, tu comprends le piège dans lequel tu me pousses. Tu craches au visage de ton père, et moi je ne peux pas choisir entre vous deux. Edgar, Nora, vous ne pouvez pas être tous les deux contre lui. Eitan, je ne crache pas au visage de mon père. Nora, tu craches. Et tu craches doublement. Elle n'est pas juive, et elle est arabe. Moi je m'en fous, j'ai rien contre les arabes. C'est une arabe, c'est son ennemi, et tu ne peux pas en vouloir à ton père de penser ça. Comment pourrais-tu en vouloir à un juif d'être meurtri si en 46 son fils vient lui annoncer qu'il va épouser une bonne allemande, bien blonde, bien blanche, aux yeux bleus? C'est dans notre cerveau reptilien à tous ici. Personne, pas une tribu ne supporte de voir partir son enfant dans la marmite de l'ennemi. L'identité du groupe, c'est ça le mal, la misère des humains. Mes parents nous ont caché que nous étions juifs, pas pour nous protéger, mais parce qu'ils voulaient qu'on soit communistes. Communiste. Notre identité, c'est le communisme. Identité du groupe. Diktat. Je la hais, cette matraqueuse. C'est elle, la fournaise, la dévoreuse, la goudronneuse. Tu as déjà vu une goudronneuse étaler le goudron sur une jolie route de campagne? Rien ne l'arrête. Et nous sommes les petites fourmis sur la jolie route de campagne. Que peut une fourmi contre une goudronneuse? Rien. Cela est. Il faut s'y plier. Et les Arabes aujourd'hui sont les ennemis de ton père. C'est comme ça. Cela est. C'est malheureux, mais cela est. Il y a un océan d'Arabes qui veut la destruction d'Israël. Ce n'est pas un détail. Cela est. Alors toi, pour qui tout n'est que molécule, tu ne peux pas dire à ton père que tu aimes qui tu aimes, sans comprendre que ça le dévaste. Eitan. Et pourtant, cela est. Cela est. David, viens, crache-moi au visage. Eitan, parce que toi, tu ne m'insultes pas? Tu ne me craches pas au visage? David, si tu veux me parler, tu me parles en hébreu. Eitan, je te parlerai comme je te parlerai, et comme ça viendra. Tu m'écrases. Vous m'écrasez sans que je comprenne pourquoi. Rabbin, nous sommes tous écrasés. Eitan, pourquoi alors mon grand-père qui est là, qui est sorti de la cendre des camps, pourquoi lui ne m'écrase pas? Et pourquoi c'est la parole de mon père, qui n'a rien vécu, rien connu des événements qui me broient? Et pourquoi c'est l'amour de ma mère qui me tue, quand elle est capable à la fois de me dire « je te comprends », mais je ne prendrai pas ta défense. Pourquoi? Edgar, Eitan, tes parents sont fous de toi, Eitan. Alors pourquoi ils ne m'accueillent pas? Tu me parles de transmission alors que c'est la question qui occupe ma vie. Pourquoi tu souris là? Pourquoi ça te fait rire? Tu n'as aucune idée devant qui tu dis ce mot. Tu dis ce mot sans rien connaître de sa vérité. Tu m'empoisonnes avec la douleur du passé, dont je devrais être responsable jusqu'à étouffer ma vie, alors que je suis le mieux placé pour savoir qu'il n'y a pas de transmission des douleurs. Il n'y a rien. La douleur ne se transmet pas de génération en génération. Il n'y a que des accidents. Tu entends ce que je te dis? Je te le dis en hébreu. L'expérience d'un humain, sa vie durant, n'affecte aucun de ses chromosomes. Quelle que soit la brutalité de l'expérience, aucune inquiétude n'est à la source d'aucun cancer. Rien ne s'enregistre, rien ne se transforme. Nos gènes sont indifférents à nos existences. Indifférents. Tes chromosomes n'ont pas inscrit les traumatismes de ton père. Auschwitz au complet n'a pas affecté le moindre gène, le plus petit ADN de mon grand-père. Écoute ce que je te dis. En 1966, quand la semence de ton père a fécondé ta mère, il n'y avait pas de camp de concentration dedans. Ne pars pas, assieds-toi, tu vas m'écouter. Il n'y a pas de transmission comme tu te le figures. L'unique transmission qui existe est génétique. Et la génétique est sourde, aveugle à tout affect, toute douleur. Ce n'est pas dans le sang ni dans la chair, c'est dans la tête.
C'est juste de la psychologie de merde. Une éducation culpabilisante parce qu'on n'a pas trouvé encore une manière de raconter le passé aux enfants sans les faire chier. Et si on les traumatise? C'est parce qu'on veut qu'ils soient traumatisés. On n'accepterait pas qu'ils s'en sortent. Alors on a inventé ce mot, transmission. On leur dit transmission parce que assassinat, ça ne se dit pas. On leur dit mémoire, bagage des ancêtres, responsabilité du passé, et on les tue. Parce qu'on a de la peine, un chagrin noir sans fin. Comment t'expliquer sinon qu'on n'apprend rien? Que de génération en génération on recommence? Si les traumatismes marquaient quelque chose dans les gènes que nous transmettons à nos enfants, est-ce que tu crois que notre peuple aujourd'hui ferait subir à un autre l'oppression qu'il a subie lui-même? Je n'arrive pas à comprendre que vous ne soyez pas fous de joie. Combien de fois vous vous êtes inquiétés devant ma froideur, mon manque de poésie, mon manque de fantaisie? Et personne, sauf peut-être mon grand-père, ne croyait qu'un jour un connard comme moi puisse ressentir ce qu'il ressent pour un autre être humain. Si je la perds, je meurs. Vous m'entendez? Je respecte la douleur de mon grand-père et la tienne et celle de mon peuple. Je comprends la naissance d'Israël et son importance, et dire ce que je dis me met les larmes aux yeux. Mais devant l'amour, rien ne tient. Est-ce que je dis une énormité en disant cela? Mais non, je n'ai rien dit. Oublie, Edgar. David, ce que j'ai vécu est à moi. David. Pas qu'à toi, Edgar. On ne se connaît pas. C'est ce que j'ai voulu dire. David. Je ne sais pas. C'est Pâques, la plus belle de nos fêtes, même si c'est celle qui m'a le plus rendu malheureux. Enfant, je ne trouvais jamais la cachette où vous dissimuliez la ficomène. Et c'est comme si aujourd'hui, à essayer d'expliquer l'inexplicable à mon propre fils, je suis encore un enfant qui ne trouve pas la cachette où est dissimulée la ficomène. Je sais seulement une chose. Après ce que nous avons enduré, nous ne pouvons pas nous permettre de nous soumettre à la loi du hasard. Léa. De quel hasard il parlait? Wahida. Je ne sais pas. J'étais sur le palier depuis 1 heure sans oser sonner, sans pouvoir partir, sans vouloir rester. Et je les entendais se disputer dans l'amour et la peine, à ne pas se comprendre, à s'éloigner les uns des autres. J'avais envoyé un texto à Eitan. Sur le palier. Et j'ai attendu. Jeune femme qui ne tient rien dans ses mains, ou presque rien. Une thèse sur un obscur diplomate du XVIe siècle, au nom imprononçable, Hassan ibn Mohammed al-Wazan, qui s'est fait enlever, la dissimulation comme manière de vivre, et moi, sur ce palier. Je me suis demandé si nous n'étions pas comme ça, nous, les gens de mon âge, à écouter entre les étages l'effondrement des rêves. Léa. Tu n'aurais pas dû attendre, tu aurais dû sonner, entrer, enlever l'homme que tu aimes et partir sans te retourner. David. Tu vois ce couteau? Eitan, je le vois. Si je te le plantais dans la gorge, qu'est-ce qui se passerait? Tu serais infanticide. Fais ta vie avec cette femme et moi je t'appellerai parricide. David sort suivi par Nora, le rabbin, puis Edgar. Eitan se lève. Il range la table, puis chacun des ustensiles utilisés par ses parents dans un sac plastifié différent. Léa. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Wahida. Il garde les cuillères. Il les met chacune dans un sac en plastique. Pendant une fraction de seconde, il a dû savoir, il a dû sentir, sans le réaliser, une sorte de brûlure à la conscience, je ne sais pas. Il a un esprit trop scientifique pour le déterminer. Eitan. Je ne comprends pas que je sois le fils de cet homme. Wahida. Sans doute une façon de se venger, de les réduire à l'état de miasme, juste bon pour une expérience scientifique. Léa. Quelle expérience? Wahida. Résumer ses parents à des languettes, les séquencer, les ficher dans des éprouvettes, comparer leur ADN. Léa. Œil pour œil, dent pour dent. Wahida. Si l'expérience lui a confirmé, pour son grand malheur, qu'il était bien né de son père et de sa mère, elle lui a révélé que ce n'était pas le cas de son propre père. David n'est pas né d'Edgar. Toute la famille est retournée à Berlin. Eitan essayait de se rappeler si quelqu'un, un jour, avait insinué une histoire, un détail, mais rien. Cette vérité était-elle connue de tous ou non? David le savait-il ou non? Edgar le savait-il ou non? Poser la question, montrer les résultats sans savoir s'il le savait ou non, était trop dangereux. Il a alors pensé à vous,
La seule qui sait, c'est celle qui a porté David. Léa, il est venu pour ça? Wahida. Et il est en train de mourir pour ça. Alors vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez appeler votre fils à Berlin et vous allez lui dire de sauter dans le premier vol avec sa femme. Et si vous demande la raison, vous vous débrouillez pour trouver les mots qu'il faut pour lui apprendre que son fils est entre la vie et la mort. Wahida sort. Léa reste seule. Eden, armé de la tête aux pieds devant la chambre de Wahida. Wahida arrive. Eden. Pardon. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui. Nous étions ensemble quand la bombe a explosé. Oui. Désolé pour ce qui s'est passé. Pourquoi tu es venu? Je voulais te rendre ton passeport et ton portable. Après l'explosion, quand tu es parti, j'ai cru que c'était un délire. À l'aube, l'armée va envahir les premiers quartiers palestiniens. Quand l'ordre a été donné, j'ai vomi. Mais vomir, je vomis. Et tout sort sauf cette bête-là. Je voulais vraiment m'excuser pour ce qui s'est passé. C'est contre tout ce qu'on m'a appris. Mais je n'ai rien vu venir. Tout a explosé avant que tout explose quand j'ai posé ma main sur ta peau et c'est comme si tout à coup il n'y a plus eu de sens à rien, à ce que je connaissais, parce que plus rien ne comptait que cette douceur-là. Je voulais caresser encore, avoir ça en moi, tu comprends? Ce n'est pas possible quand une chose pareille s'ouvre à toi, qu'elle se referme aussitôt et qu'elle disparaisse pour toujours de ta vie. Je dois partir. Eitan, il est mort? Non. Ah. Merci. La journée durant, j'ai ramassé les cadavres, aidé les blessés. Il y avait un bougainvillier en fleurs, rouge, magnifique, et au milieu des cris, des hurlements, je pensais que cette beauté dans la lumière du soleil, mais ce n'était rien. Ni beauté, ni bougainvillier, mais les restes ensanglantés d'un corps humain éparpillé contre les fils de fer barbelés. Comment tu t'appelles? Eden, je m'appelle Eden. Reste avec moi si tu veux. Oui. Eden au Paradise Hotel. L'ordre a été donné, mais ce qui reste de la nuit est à nous. Ces quelques heures, du moins, sont à nous. Wahida, parle-moi encore. Je ne sais pas parler. Wahida, je ne peux plus me taire. Bombardement. Avion de chasse. Çek.